L'échiquier international, soyez les bienvenus. Il aura eu une semaine chargée, pleine, en concentrant les regards de l'ensemble des acteurs liés de près ou de loin au dossier sahraoui. Stéphane de Mistura doit présenter son rapport devant le Conseil de sécurité le 14 avril prochain, avec une tournée également qui l'a mené à rencontrer les deux parties représentantes autour de la question sahraoui, dont bien entendu Brahim Ghali, le président sahraoui. Un dossier sahraoui qui a aussi donné lieu à la crise diplomatique entre Alger et Paris, la reconnaissance du président Macron du plan merzanien pour ce territoire, et ce en dehors de tout cadre législatif international. À quoi peut-on s'attendre après le timide dégel entre Paris et Alger? On va en parler. Et on va aussi évoquer également la tension accrue au Sahel et cette dispute diplomatique autour de l'affaire dite du drone malien abattu. La partie malienne et algérienne réagissent par communiqué accusatoire interposé. Les ambassadeurs de part et d'autre sont rappelés. Et la prise de fonction du diplomate algérien au Burkina Faso est différée. Rien ne semble s'arranger au fil des heures. Comment est-on arrivé là? On en parle dans quelques secondes. Pour évoquer tous ces sujets avec nos invités du jour, tout d'abord, Saïd Ayachi, bonsoir. Merci pour l'invitation. Président du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, merci d'être des nôtres, et Sarah Edek, M. Ayachi. Et normalement, de Paris, nous accueillerons Abdelnour Toumi dans quelques secondes. On essaiera de le joindre. Alors, depuis hier, Paris on a vu Paris envoyer son ministre des Affaires étrangères pour un peu dénouer la crise entre Paris et Alger. Monsieur Aïchi, comment vous avez reçu cette rencontre ou cette rencontre diplomatique? Est-ce que pour vous, c'est le début d'une réconciliation? Est-ce qu'on a dépassé la timide? Magnifiquement bien, on l'a vécu, je pense, comme tous les Algériens d'abord, et comme tous les gens de bonne volonté et sensés et intelligents, parce que de toute façon, c'était une tempête dans un verre d'eau. C'était des gens, on le sait maintenant, la droite dure et l'extrême droite voulaient absolument dynamiter les relations algéro-françaises, prenant prétexte de ces histoires d'OQTF, etc., qu'ils ont monté en épingle et qui voulaient absolument entraver les relations qui existent entre la France, sinusoïdales peut-être, mais quand même des relations importantes. Je n'en veux pour preuve que ce qu'ont déclaré le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, qui parle d'intérêts stratégiques de part et d'autre. On ne peut pas du jour au lendemain jeter aux orties ces intérêts stratégiques. Et puis, les choses se sont bien passées quand les gens sensés, les gens responsables ont parlé. Je vais parler du président Tebboune qui a d'abord lancé son message en disant « Je ne peux me parler qu'à mon alter ego, en l'occurrence M. Macron ». Et M. Macron a saisi la balle au vent, qui a dit « Oui, mais je suis prêt à parler, j'envoie mon ministre des Affaires étrangères ». Et donc, beaucoup de choses ont été mises sur la table et valablement, avec beaucoup de responsabilités, sans insulter l'avenir, qui ont été en tout cas abordées et bientôt solutionnées probablement. Alors, on va parler d'une autre crise, peut-être, en tout cas la montée d'un cran entre les pays sahéliens et l'Algérie. La relation, il est vrai, n'était pas au beau fixe depuis quelque temps, mais l'incident dit du drone malien abattu fin mars a mis de l'huile sur le feu. Alger et Bamako s'accusent mutuellement. Alors, aidez-nous à comprendre comment est-on arrivé là, selon vous? Alors, d'un côté, l'Algérie qui a toujours eu une diplomatie de coopération fraternelle, de coopération ininterrompue avec ses voisins du Sahel. L'Algérie qui a toujours prôné, vous connaissez sa diplomatie, est exportatrice de paix, qui a toujours prôné le dialogue inclusif entre tous les éléments qui pouvaient d'une façon ou d'une autre concourir à trouver des solutions à des conflits internes. Et l'Algérie qui a combattu chez elle et en dehors de ses frontières le terrorisme. L'expertise algérienne en matière de lutte contre le terrorisme est universellement admise et par les plus grands de ce monde. Et puis, l'Algérie a toujours dit, c'est inscrit dans sa constitution, mais c'est inscrit
au prix du sang des martyrs, pas touche à l'intégrité nationale, territoriale. Pas touche. Et évidemment, en face, il y a des gens excités, des gens, j'allais dire, qui prennent pour argent quand on peut leur murmurer à l'oreille, des gens et qui croient que peut-être c'est un jeu, que c'est une fanfaronnade algérienne de dire l'intégrité territoriale ne se marchande pas, ne se négocie pas. Et donc, ils ont essayé, avec ce fameux drone dit super performant. Les nôtres ont réagi de la façon la plus professionnelle et la plus responsable, puisque le drone a pénétré de 2 kilomètres à l'intérieur du territoire algérien. Il a été abattu, il a été pulvérisé. Et pour cacher ce comportement irresponsable, la junte malienne veut maintenant, d'une certaine façon, rejeter la responsabilité sur l'Algérie qui aurait abattu un drone qui n'était pas à l'intérieur des frontières algériennes parce qu'il s'est écrasé. Mais ça, c'est la balistique qui va. Vous avez dit il y a quelques instants, il y a des gens qui murmurent à l'oreille de ces personnes qui veulent atteindre l'intégrité territoriale. Vous pensez pas d'aujourd'hui seulement, pas d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle pendant le terrorisme, déjà, il y avait des ONG qui étaient financées et manipulées par des parties extra-africaines qui étaient là-bas. Je me rappelle très bien au Niger, entre autres. Et puis par la suite, vous avez vu comment l'Algérie s'est investie dans les accords d'Alger, parce que c'était, j'allais dire, la voie royale pour, d'une certaine façon, ramener la paix au Mali. Une partie externe, d'ailleurs aussi extra-africaine, a tout fait pour dynamiter ces accords d'Alger. Et puis est arrivée la junte présente qui est maintenant aux commandes à Bamako, qui, elle, a dénoncé carrément les accords d'Alger, qui les a considérés comme nuls et non avenus. Et évidemment, ce qui devrait arriver est arrivé et arrivera encore, c'est-à-dire l'instabilité sur les territoires maliens. Je m'en veux pour preuve qu'il y a des combats tous les jours dans beaucoup de parties du Mali, pas seulement au nord. Et l'Algérie voudrait bien contribuer d'une certaine façon, notre ministère des Affaires étrangères l'a rappelé il y a 2 mois dans un communiqué très fraternel en disant « Nous pouvons encore contribuer à la réconciliation malienne si on prend en considération notre disponibilité sincère et désintéressée ». Malheureusement, d'autres partis disent à ceux qui commandent à Bamako que non, c'est l'Algérie qui est en train de... Malheureusement, de l'eau a coulé sous les ponts, puisque aujourd'hui, j'ai entre les mains la réponse d'Alger par rapport aux accusations de Bamako sur l'incident du drone qui aurait, selon Bamako... parce que trop, c'est trop. Qui aurait, selon Bamako, été abattu dans les terres maliennes. Regardez ce que répond Alger. Alors, Alger parle de grande consternation, allégations mensongères. On parle d'un projet putschiste qui a enfermé le Mali dans une spirale de l'insécurité, des accusations infondées. On parle de clics inconstitutionnels et également, on revient sur l'incident. On dit que les données se rapportant à l'incident en question sont disponibles dans la banque de données du ministère algérien de la Défense nationale, en particulier des images radar qui établissent clairement la violation de l'espace aérien de l'Algérie. Et c'était pour la 3e fois. Donc c'est récurrent, Saïd Ayachi. On voit qu'on veut installer quand même une crise entre l'Algérie et ses voisins du Sahel. Parce que de toute façon, je suppose que les 2 premières fois où il y a eu ce dépassement, l'Algérie a probablement par des canaux officieux et en tout cas confidentiels averti qu'il ne fallait pas que ça recommence. Et vous savez très bien, 1 fois, 2 fois, la 3e fois, ils ont abattu le drone. Maintenant, ce qu'aurait fait n'importe quel pays au monde. Ce qu'aurait fait n'importe quel pays au monde. C'est ce que je voulais vous dire. Quel pays au monde respectueux et respectable pourrait accepter qu'un aéronef de quelque nature que ce soit pénètre ses frontières sans son autorisation? Mais aucun pays au monde d'humains constitués ne peut accepter cette chose. Et nous, en plus, c'est eux qui le disent, et les nôtres ont les dossiers documentés et vérifiés. C'est la 3e fois. Donc, on vous a averti 1 fois, 2 fois, la 3e fois, on l'abat. Maintenant que ceux qui sont à Bamako considèrent que c'est selon les termes qu'ils ont utilisés,
agression, avec un langage tout à fait intolérable, inacceptable, outrancier. Les nôtres ont répondu. Comme nous avons abattu le drone, parce qu'on vous a averti, vous ne vous avez pas écouté, on vous a tenu un langage de fraternité et de réconciliation pour vous aider dans vos problèmes. Vous ne nous écoutez pas, plus que ça, vous nous insultez. Eh ben, on est capable aussi d'avoir le langage plus étudié que le vôtre. Plus musclé en tout cas. Alors revenons à cette visite du ministre français Jean-Noël Barrot, des discussions englobées bien entendu le volet sécuritaire, et également un volet sécuritaire qui se positionne sur la région sahélienne. C'est étrange quand même cet enchevêtrement du calendrier, c'est-à-dire une fois que l'Algérie réussit à solutionner une crise, 24 heures après, il y a une autre crise qui émerge, alors que justement les discussions sécuritaires tournaient autour, on parlait de relance, de négociations sécuritaires autour de la région sahélienne. Est-ce que vous y voyez quand même un coup du hasard? Alors, non, il n'y a pas de hasard dans ces choses-là. Il y a des lectures à faire. Prenons les choses dans leur ensemble. Le président Macron a envoyé son ministre des Affaires étrangères qui parle un tout autre langage que son collègue de l'Intérieur, bien entendu. Remarquez. Parce qu'à un moment donné, c'était Retailleau qui était ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères. Mais bon, Barrot s'est réapproprié son secteur et c'est tant mieux parce qu'il semble moins excité que son collègue. Mais tout au moins, en tout cas, prenons les choses dans leur ensemble. D'abord, la France parle d'intérêts stratégiques en parlant de l'Algérie, des intérêts stratégiques partagés. On veut bien, quand on les discute et qu'on les identifie clairement et qu'on puisse, d'une certaine façon, avoir un mode opératoire pour les atteindre. Et puis, ils ont développé un panel de coopération. La coopération, j'y viendrai à votre question, elle est intéressante. Il y a la coopération sur le dossier mémoriel, qui a été relancé, étudié, etc., qui va être relancé de façon truc. Il y a eu la coopération économique, puisqu'on a parlé des entreprises françaises qui étaient là, peut-être pénalisées, parce que la conjoncture ne s'y prêtait pas, mais on peut en discuter, il n'y a rien de définitif dans la vie. Hein. Et puis, il y a eu la coopération migratoire. Vos fameux OQTF, vous chantez sur tous les toits, alors que l'Algérie ne se singularise par aucun dossier par rapport aux autres pays, j'allais dire, qui sont destinataires d'OQTF. Et donc, on peut en parler, mais en toute responsabilité. On a parlé, c'est important, on a parlé aussi donc, de la migration sécuritaire. Et ça, il faut y aller sur la pointe des pieds. Nous, la sécurité, on connaît peut-être mieux que n'importe qui, puisque nous avons développé des potentialités que tout le monde nous reconnaît pour notre expertise. Et par conséquent, on ne va pas marcher dans n'importe quelle direction pour la sécuritaire. Donc ça reste un chapitre, une tête de chapitre. On verra bien ce qui en découlera. Ce qui est important, c'est Karim, ce qui est important à relever dans ce qu'a dit le Quai d'Orsay, dans ce qu'ont dit les Français, c'est qu'on parle de respect mutuel. C'est très important, il faudra le dire à M. Retailleau, pour qu'il s'en imprègne comme il faut. Et puis on a parlé, c'est très important, respect de la légalité internationale et respect des buts qui étaient assignés dans la Charte des Nations Unies. C'est très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, la crise, rappelons-le, est partie à partir de la lettre du 30 juillet 2024, qui faisait que la France, membre permanent du Conseil de sécurité, portait atteinte au droit international par la position qu'elle a prise en faveur du régime marocain. Alors qu'elle aurait dû les garantir. Tout simplement, on n'avait pas le faire. Non, mais en tant que membre permanent en tant que membre permanent, au moins qu'elle assume son mandat. C'est-à-dire qu'elle veille sur la paix et la stabilité dans le monde. Alors la transition est toute faite, bien entendu, on suivra avec attention le déroulement des événements. On passe maintenant au dossier sahraoui, avec tout d'abord le rapport que doit rendre Stéphane de Mistura
doit rendre un rapport au Conseil de sécurité le 14 avril prochain, donc dans une semaine. Mais par ailleurs, la rapporteuse de l'ONU sur la situation de défense des droits de l'homme dans la région, Mary Lawler, je crois, je ne sais pas si je prononce bien, Mary Lawler, et d'autres experts des Nations Unies ont parlé hier de graves dérives et de préoccupations par rapport aux campagnes de répression à l'endroit des journalistes, des militants des droits de l'homme. Donc, Saïd Hayachi, on voit à peu près de quelle teneur... J'allais dire enfin. De quelle teneur on parle des violations des droits de l'homme. De quelle teneur je parle du point de vue du côté de l'ONU. Mais déjà, on voit à peu près qu'il y a les encartades marocaines. Vous avez raison. En tout cas, on l'espère de tout cœur. Pourquoi ? Parce que c'est un scandale innommable. C'est quelque chose d'intolérable. C'est un point noir sur j'allais dire le fronton des Nations Unies. Ce qui se passe au Sahara occidental, c'est quelque chose d'inhumain. Les violations des droits de l'homme sont quotidiennes. Elles sont multiformes. Elles durent depuis 30 ans. Et elles sont dénoncées par plus de 60 rapports internationaux, par les plus grandes ONG de ce monde, par le département d'État américain, par le Parlement européen en 2013, par la Fondation Kennedy. Tout le monde sait qu'il y a des violations massives et répétées des droits de l'homme par le régime marocain contre les Sahraouis qui manifestent paisiblement pour des revendications qu'ils estiment être justes et que la communauté internationale les reconnaît. Mais il faut aller plus loin, si Karim. Ces violations étant codifiées, consignées, vérifiées au niveau des Nations Unies, n'ont reçu jusqu'à maintenant aucun écho. Je n'en veux pour preuve que depuis 9 ans, le Haut Commissariat des droits de l'homme à Genève n'a pas réussi à envoyer une seule délégation d'inspection au Sahara occidental. Et M. de Mistura, c'est à son honneur, on l'a dit à Al-24 et on le redit aujourd'hui, M. de Mistura, en 2022, a essayé d'aller rencontrer la société civile sahraoui dans les territoires occupés. Et le régime marocain lui a conditionné qu'il soit accompagné, ce qu'il a refusé. En 2023, il a été seul parce que les États-Unis d'Amérique ont forcé la main au régime marocain. Et il a rencontré la société civile sahraoui dans les territoires occupés qui lui ont remis des rapports. Des rapports aussi documentés, vérifiés. Au sujet des détenus, de la torture. Sur les détenus, les violations, je vous dis, elles sont multiformes. Les viols, les vols, l'empoisonnement des sources, les exécutions extrajudiciaires, les bastonnades, les assignations à résidence surveillée. Souvenez-vous de Sultana Khaya pendant 28 mois chez elle, consignée chez elle. Et donc tout ça fait que aujourd'hui, enfin, je dis que peut-être on va essayer de faire un geste. Sauf que je vais vous dire quelque chose de tout à fait incroyable, ubuesque, kafkaïen. C'est le Maroc qui préside le Haut Conseil des droits de l'homme à Genève, parce que c'est une présidence tournante. Alors on a profité, ça dure depuis 4 mois, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire, et je voudrais aller dans votre sens, c'est en tout cas notre espoir, je vous l'ai dit, que le Conseil de sécurité peut-être dise un mot sur ces violations des droits de l'homme, parce que le chef de la MINURSO, M. Alexander Ivanko, a été convoqué lui aussi pour s'exprimer devant les membres du Conseil de sécurité. Ce serait bien que M. Ivanko dise aussi quelque chose sur les violations des droits de l'homme dont il est témoin, puisque la MINURSO est dans les territoires occupés. Alors, le droit sahraoui à l'autodétermination, c'est d'abord des textes, les textes qui sont clairs. Je les rappelle rapidement. Le Sahara occidental est inscrit en 1963 sur la liste des territoires non autonomes établis par la 4e Commission générale des Nations Unies. En 1965, la résolution 2072 de l'Assemblée générale des Nations Unies le place sur la liste des régions à décoloniser et fait référence à la résolution 1514 sur le droit de l'autodétermination des peuples colonisés. Lors de la tournée de Stéphane de Mistura, il a rencontré toutes les parties, bien entendu le président Rally. Le président Rally lui a dit 2 choses, il lui a dit plusieurs choses, mais en tout cas 2 choses principales. La première chose, c'est que le droit inaliénable à l'autodétermination était non négociable. Et la deuxième chose, c'est qu'on souhaitait cette fois-ci des mesures concrètes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire tout simplement, d'abord, vous l'avez bien résumé, le dossier sahraoui. Le cadre territoire non autonome,
plus personne ne peut dire que ce territoire n'est plus autonome, qu'il veut changer le statut. C'est le droit, les textes sont clairs. Non, il est sur les tablettes des Nations Unies depuis 1963. Et puis, la Charte des Nations Unies et le droit international, dans la résolution 1514 dont vous avez parlé, dit que pour tous les peuples des territoires non autonomes, ils ont le droit de choisir librement son destin à travers un référendum de détermination. Tout est dit dans ces 2 points. Et par conséquent, ce que dit le président Rally, ce que disent les États qui reconnaissent la race, ce que dit la communauté internationale, écoutez, c'est clair, laissez le peuple sahraoui choisir son destin et on verra s'il veut vivre en annexion avec le Maroc ou en autonomie avec le Maroc ou indépendant. C'est ça le référendum. Les questions qui ont été admises, je ne reviendrai pas sur le détail de la chose. Et donc, M. de Mistura a entendu les officiels sahraouis, mais il a aussi vu la volonté du peuple sahraoui. Il a eu à rencontrer des femmes, des jeunes, des institutions, des ONG sahraouis qui tous lui ont dit une chose. Nous tenons fermement à ce que le droit international soit appliqué. Dites aux membres du Conseil de sécurité que notre attente n'a que trop duré. Ça fait 50 ans qu'on attend qu'on nous donne le droit à nous exprimer, à choisir librement notre destin. Nous développons un très fort sentiment d'injustice et de frustration et il ne faut pas que cela, d'une certaine façon, puisse porter atteinte à une certaine insécurité quelque part. Et donc, vous allez être notre messager pour dire le Conseil de sécurité doit maintenant, tous les ans, vous savez, il y a une résolution, comme elle le sera cette fois-ci, sur le dossier sahraoui. On reconnaîtra, probablement, en tout cas on l'espère, sinon ce serait une catastrophe, mais ils vont dire autodétermination pour le peuple sahraoui, le droit à l'autodétermination. Mais il faut passer maintenant des paroles aux actes. Le gros problème, c'est que, on le dit depuis maintenant combien d'années, mais le référendum, la MINURSO a été installée en 1992, c'est-à-dire qu'il y a 33 ans. Il y a 33 ans qu'on attend que la MINURSO organise, c'était prévu une année. C'était prévu dans les textes qui étaient dans les accords de cessez-le-feu qu'en 1993, il y aurait le référendum. Et nous sommes en 2025, il n'y a toujours pas de référendum. Donc, assez de promesses faites au peuple sahraoui, il faut passer aux actes maintenant. Alors les actes, ça serait quoi? Les actes, ça serait quoi? Comment actes, ça se concrétiserait? Ce serait de reconnaître, le boycott. C'est reconnu, de dire, puisque le peuple sahraoui a droit à s'autodéterminer, c'est-à-dire à choisir librement son destin, organisons-lui un référendum de détermination. Mais on voit la partie du Merzane refuse. Qui? La partie merzanienne refuse. Mais le Merzane ne fait pas la loi internationale. Le Merzane ne fait pas les résolutions du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, il y a 15 membres, dont 5 permanents, qui décident de quelque chose. Et il y a, vous savez, vous posez une bonne question parce qu'elle appelle son truc, c'est que toutes ces résolutions qui sont prises jusqu'à maintenant sont prises sous l'égide du chapitre 6. Oui. Le chapitre 7, donc les résolutions ne sont pas contraignantes sous l'égide du chapitre 6. Si le mécanisme de l'ONU qui ont prévu cela passe à les prendre sous l'égide du chapitre 7, elles deviennent contraignantes pour les États. Et c'est certains soutiens à l'intérieur du Conseil de sécurité qui ne veulent pas que les résolutions passent au chapitre 7 pour le régime marocain et pour l'entité sioniste. Les deux. Ils ont leurs protecteurs qui ne veulent pas qu'il y a peut-être 300 résolutions contre l'entité sioniste. Pour l'État, qui ne sont pas appliquées. Parce qu'on ne passe pas au chapitre 7 qui rend les résolutions contraignantes. Et donc, il faudra le faire le plus tôt possible afin que justice soit faite à ces peuples qui vivent le martyre pour 80 ans pour les Palestiniens et pour 50 ans pour les Sahraouis. Alors, on a commencé notre discussion en disant que les yeux des protagonistes autour du dossier sahraoui étaient rivés à l'endroit de Stéphane de Mistura. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer après le 14 ? D'abord, on attendra la résolution du Conseil de sécurité. À minima, ils vont reparler encore du langage, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, mais il faudra une solution juste, équilibrée, acceptée par les deux parties, c'est-à-dire c'est une autre façon peut-être de prolonger les souffrances du peuple sahraoui, c'est-à-dire on ne va pas vers une véritable résolution du conflit, parce que tout simplement il y a un manque de volonté. Les Sahraouis l'ont dit à Mistura. Ils lui ont dit
L'ONU a une responsabilité historique puisque nous avons signé le cessez-le-feu en faisant confiance à l'ONU. Et l'ONU, aujourd'hui, doit assumer ses responsabilités et appliquer le droit international. Et évidemment, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un attentisme. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est un attentisme, sinon une inaction du Conseil de sécurité, d'autre part de complicité de certains membres du Conseil de sécurité avec le régime du Marzen. Et on le sait que ça a été vérifié quelquefois, j'allais dire, dans les discours et dans les actes. En tout cas, on suivra l'affaire ensemble. Saïd Ayachi, vous reviendrez pour peut-être en parler. En tout cas, vous êtes toujours le bienvenu. Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, qui m'a accompagné pour l'échiquier international du jour. Merci Saïd Ayachi, je vous dis à bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Al24 News et bonne soirée.